Bien. Eh bien, on va écouter Jean-Marie Revillot, qui est infirmière de secteur psychiatrique, cadre de santé, docteur en sciences de l'éducation, formateur, responsable de la recherche et du développement. Il a été président du conseil d'administration du GRIEPS. Il a été membre du jury de PHRIP et il est auteur et chercheur en soins infirmiers. Merci Jean-Marie. Donc j'ai la mission... Sur les fondamentaux du soin en psychiatrie. Voilà, oui, c'est ça. J'ai la mission de clôturer cette journée avec, oui, un petit peu de retard, mais ça devrait aller. Alors, dans ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis très content d'être là aujourd'hui, déjà. Je remercie Jean-Paul pour sa confiance quand est sorti mon ouvrage. Il m'a dit, ben oui, on pourrait faire quelque chose ensemble. Donc, mais je ne vais pas présenter une synthèse de mes recherches aujourd'hui. Je vais pas faire un résumé de mon ouvrage. Je vais essayer de tisser un lien avec, je sais pas si ça marche, avec chacun d'entre vous, un lien intime, vous accueillir là où vous en êtes, où vous vous situez, et peut-être que l'écho d'un détail ou d'une évocation pourra vous autoriser à faire un pas de plus vers votre altérité. Alors, je vais vous transmettre tel un cadeau, 46 années d'un parcours professionnel singulier, fait de rencontres, je vous en évoquerai quelques-unes, incroyables et tellement enrichissantes. Aussi, je vais partager avec vous plusieurs moments forts de ma vie de soignant qui m'ont permis d'intégrer des apprentissages essentiels et qui sont au cœur de l'ouvrage. La première chose que je vais faire en ouvrant ce livre, c'est rendre un hommage à mon père. Il est mort il y a bien longtemps. Homme pudique, discret, aimant, mais sans jamais trop le dire, mais qui m'a fait un cadeau incroyable, c'est de me mettre sur la voie pour devenir infirmier psychiatrique. Alors, je vais vous lire juste un extrait de la première notion, parce que ça va vous aider à comprendre ce que je veux vous faire passer ensuite. Je me souviens de cette année 1975, année d'insouciance, d'inconscience. Et pourtant à fort enjeu, puisqu'après le baccalauréat, j'envisageais de poursuivre mes études pour devenir instituteur. Mais j'ai échoué au baccalauréat. Cet échec aurait pu me faire dériver vers je ne sais quel sentier. Et pourtant, il a été une vraie opportunité de rebondir. Mon père, qui pourtant n'était pas à l'aise avec la proximité et l'intimité, veillait. Il avait très à cœur d'accompagner ses fils afin qu'ils trouvent une situation professionnelle confortable, loin de ce qu'il avait vécu comme maçon avec les intempéries, le froid glacial de l'hiver et la pluie. Il concevait le travail comme une valeur sociale et familiale d'engagement, contribuer avec fierté à la vie du foyer. Et il avait aussi une attention pudique, certes, mais louable et généreuse pour ses fils, afin que ce travail soit source de motivation et d'épanouissement. Il avait repéré, en lisant son journal local, un appel à candidature au concours d'entrée à l'école d'infirmiers de secteur psychiatrique. Il m'a suggéré de m'inscrire, parce que l'annonce semblait concorder avec ses conceptions, avant même que je n'anticipe les miennes. En effet, deux métiers, instituteur ou infirmier, ont en commun une attention portée à l'autre, l'aide au savoir ou l'aide à la santé. Les valeurs sont tenaces. Un détail de l'annonce a éveillé ma curiosité. Les études s'accompagnaient d'une rétribution financière qui rendait beaucoup plus confortable l'apprentissage, prenant en compte la gestion financière familiale comme valeur. J'allais pouvoir subvenir à mes besoins et m'orienter vers mon autonomie. J'ai réussi l'écrit sans difficulté, c'est ensuite que j'ai pu me projeter pour réfléchir à mes motivations, celles que j'exposerai au jury. Et j'ai commencé à me mettre en contact avec ce que j'aimais déjà beaucoup à l'époque, apporter une contribution aux personnes qui souffrent, être en relation avec des malades,
donc j'avais tout de même un peu de mal à me représenter réellement les troubles. Me situer dans une équipe jeune et impliquée, composée d'hommes et de femmes. Je n'aurais jamais pu faire un métier isolé, tant j'apprécie le travail en coopération au sein d'une équipe où le collectif et le singulier peuvent coexister et faciliter l'épanouissement personnel et groupal. J'ai réussi l'oral et j'ai ressenti une fierté qui a rapidement dissipé mon échec au baccalauréat. Il est essentiel toujours de puiser dans ses racines pour comprendre le sens de ses choix et repérer combien ils s'inscrivent dans une histoire où les valeurs sont soutenantes. Mon père m'a accompagné chaque semaine sur les routes sinueuses du Haut-Doubs pour retrouver cet ancien sanatorium, situé à 1100 mètres d'altitude, à 2 km à vol d'oiseau de la frontière suisse, où se trouvait l'école d'infirmiers de secteur psychiatrique. J'ai intégré l'école, petite structure accueillant une vingtaine d'étudiants. Les cours étaient réalisés par des intervenants eux-mêmes professionnels sur le site, qui portaient des valeurs solides autour de l'échange et de la considération du patient. C'est dire combien la structure d'intervention est importante pour se construire professionnellement. Cet établissement, solennel, construit à distance de la ville, au milieu d'une forêt de sapins, avait changé d'orientation le 21 septembre 1970 pour devenir un centre psychothérapique avec comme vocation d'accueillir, de soigner des personnes adultes atteintes de troubles mentaux. Cette conversion résultait d'une nouvelle politique, tant de la formation que des soins. J'arrête là l'histoire, vous verrez la suite dans l'ouvrage. Je crois fermement que nous avons tous choisi ce métier du soin en lien avec des valeurs individuelles. Pour moi, cela concerne un lien particulier avec mon père, dans ce qu'il m'a transmis autour des valeurs familiales. En retour, nos valeurs sont nourries par ce métier, notamment pour ce qui me concerne, une attention particulière portée à celui qui souffre. Et ça, pour moi, c'est l'essence de la clinique. J'ai compris l'importance de l'introspection pour retrouver le sens du métier, identifier l'ancrage de ces valeurs individuelles et leur connexion avec celle d'une institution, d'une culture régionale et d'une société. C'est à l'intérieur de ça qu'on peut construire ces conceptions. Voilà ce que j'ai appris, c'est important pour moi, je vous le transmets. Il existe 3 principes fondateurs de mon point de vue concernant la valeur. La valeur est toujours antérieure à l'action, puisqu'elle révèle le sens et la cohérence, tant individuelle que collective du soin. La valeur n'est ni statique, ni dogmatique, ni normative. Elle est vivante, puisqu'elle est travaillée, questionnée, hiérarchisée en équipe et avec le patient. Ainsi, elle est à l'origine du contrat de soin. Les valeurs individuelles et collectives nécessitent toujours d'être articulées par la relation, bien sûr, pour s'enrichir de leur complémentarité. Deuxième partie, je l'ai appelée l'accueil du monde de l'autre. Je me suis rapidement senti bien en psychiatrie. Discipline empreinte d'humanité, avec son rythme singulier. Mais j'ai aussi très vite pris conscience combien nous avons besoin des autres au-delà de notre univers psychiatrique pour accompagner le patient. Les médecins pour répondre aux besoins somatiques, soulager la douleur, les appuis sociaux pour la réinsertion, l'apport de la philosophie pour réfléchir autour de la conception de l'homme, de la santé, des questionnements éthiques, les sciences humaines pour intégrer une méthodologie de l'éducation aux soins. En retraçant dans mon ouvrage l'histoire de la médecine, j'ai perçu des ouvertures, des tentatives de lien, mais aussi, et on en parlait ce matin avec Dave, des enfermements dans une discipline qui se suffirait à elle-même. C'est dire combien les conceptions de la santé se sont construites dans un va-et-vient autour des valeurs des époques.
Mais les frontières sont tenaces entre les mondes qui ne sont pas toujours prêts à se rencontrer. La clinique invite à l'interdisciplinarité. Elle est fondamentale. Elle permet d'apprendre, de se comprendre, de s'enrichir dans vivre ensemble. Dans mon parcours, j'ai côtoyé différents mondes. La psychiatrie, le management, les sciences de l'éducation, la formation, la psychothérapie. J'ai choisi de m'enrichir de leur complémentarité pour mieux vivre avec le patient et avec les soignants, pour le mieux vivre du patient et des soignants, pardon. Chaque monde que l'on accueille, que l'on respecte, que l'on comprend, éclaire l'autre autrement. Comment passer du soin à l'éducation aux soins, puis au projet de soins co-construit, 3 modèles où la maladie reste centrale. C'est important pour moi, je vous le transmets dans 3 notions de l'ouvrage. Mais nous pouvons aller plus loin, vers un 4e modèle centré sur le développement de la personne, l'accueil du patient dans sa différence, avec ses besoins spécifiques, se décentrer et l'accompagner vers la vie, vers le projet de vie. C'est important pour moi. Je vous le transmets dans la notion 7 de l'ouvrage. C'est ce qui a construit la base de la conception de ce que j'ai appelé l'éducation thérapeutique développementale, tournée vers la vie et pas seulement la santé. Alors je voudrais, autour de ce concept, rendre un hommage particulier à quelqu'un qui s'appelle Christian de Villers, un psychothérapeute, chercheur, auteur, qui m'a accompagné toute l'année où j'ai construit cet ouvrage avec une bienveillance incroyable. Et il m'a aidé à affiner mes conceptions. Voilà, j'ai une émotion particulière avec vous, là, tout de suite, parce qu'il est décédé brutalement le mois dernier. Il n'a pas vu ce produit, mais j'espère que là où il est, eh bien, il est fier. 3e partie, l'importance de la nuance. Pour vous parler de l'importance de la nuance, je vais vous raconter rapidement l'histoire que j'ai vécue avec Patrice. Pour vous montrer qu'en fait, à travers cette histoire, on ne peut pas se contenter d'un champ théorique, puisqu'on a besoin d'être éclairé d'une multitude de théories pour pouvoir avancer dans le soin avec le patient. Ça, je l'ai appris, mais on en reparlera après, de quelqu'un qui est à côté de moi. Il a 28 ans, il souffre de schizophrénie. Les soutiens familiaux sont chaotiques depuis le divorce de ses parents quelques années auparavant. La mère est dépressive, le père est rigide, même s'il se montre garant de la santé de son fils. Dans une conduite d'évitement de la psychose, il impose une éducation stricte à son fils, ne pas fumer, faire le ménage, travailler. Le père ne peut pas aborder le diagnostic de psychose de son fils, sûrement trop douloureux pour lui, même s'il ne le dit pas. Il se conditionne à voir son fils pas comme un malade, mais comme tout le monde. Il accepte pourtant de lui donner son traitement chaque jour en accord avec l'équipe soignante pour éviter une rechute. Les conflits sont de plus en plus importants jusqu'à ce que le père frappe son fils. Celui-ci n'en peut plus de ne pas sentir exister avec ses difficultés, ses troubles. Il quitte le domicile, se sent humilié et vient se réfugier au CMP où il reçoit des soins. Il demande à l'équipe de l'aider à trouver un appartement. Une rencontre avec le père est organisée, celui-ci refuse catégoriquement que son fils soit livré à lui-même. La plus grande partie de l'équipe soignante ne croit pas à un projet d'appartement. Si Patrice intègre l'appartement, le père demande à être relevé de ses fonctions de tuteur. Il ne participera pas au projet. Mais la demande du patient reste ferme. Je ne rentre pas chez mon père. À 28 ans, j'ai le droit de vivre comme les autres et d'être indépendant. Si le projet d'appartement est refusé, le risque, vous le savez bien, c'est de rester centré sur le symptôme, sur la maladie, qui va ancrer le malade comme objet de soin sans se préoccuper de ses potentialités.
Les conflits avec le père peuvent conduire à divers passages à l'acte. Si le projet vers la vie, dont je parlais tout à l'heure, est retenu, des protections vont être nécessaires pour pas mettre le patient en difficulté et risquer sa marginalisation. Je vais vous proposer 5 focus avec 5 cadres théoriques différents pour vous montrer l'importance de la multiréférentialité. Rapide. Premier focus, je l'ai appelé l'aide à la confection du repas. Patrice, on va chez lui tous les jeudis l'aider à faire un repas, vous connaissez ça, à faire les courses et tout ça. Patrice m'adresse une demande. Il souhaite que je vienne partager un repas avec lui, lors d'un accompagnement du jeudi matin. L'activité consiste à établir le menu, faire les courses, élaborer le repas et le partager ensemble. J'accepte, parce que ce patient me touche beaucoup et qu'il est important pour moi. À mon arrivée, après l'avoir salué, Patrice m'invite à entrer. Je découvre alors une scène surréaliste. La table de la pièce à vivre, l'évier, le plan de travail sont encombrés d'un monticule de vaisselle, de détritus d'aliments. Mon regard se fige sur les casseroles sales, les piles d'assiettes, les couverts, les déchets. Comment concevoir la préparation d'un repas dans un tel chaos? Voyant sans doute la désolation sur mon visage, Patrice prend conscience en quelques secondes de la situation à laquelle pourtant il est accoutumé sans que cela le trouble habituellement. Mais n'oublions pas qu'il est schizophrène. Dans la panique, il va chercher un balai. Je propose alors de manière directive et protectrice de laisser le balai de côté pour s'attacher à l'essentiel, faire la vaisselle. Je cadre la tâche, lui décide de laver, moi j'essuie. Chaque fois que la psychose risque de le décentrer, je lui rappelle notre priorité du moment, désencombrer, puis redonner à cet espace convivialité et fonctionnalité. Ce moment d'entraide, simple, jovial, s'appuie sur une conception plutôt comportementaliste, soutenue par un conditionnement classique et opérant. Il est essentiel à la rencontre et au plaisir d'être ensemble. Patrice révèle une défaillance liée à sa psychose, je l'accueille par une aide structurante sur laquelle il est en capacité de s'appuyer. Deuxième focus, je l'ai appelé « sortir du triangle dramatique ». Triangle dramatique, j'emprunte à l'analyse transactionnelle, c'est un jeu psychologique comme grille de lecture où se jouent des interactions entre Patrice, une victime, son père, persécuteur, et l'équipe soignante, tantôt sauveur vis-à-vis de Patrice, tantôt persécuteur vis-à-vis du père. À partir de cette prise de conscience, le travail psychothérapique va consister à renouer une relation dans la durée avec ce père, parce que nous le jugeons incontournable pour les soins. Troisième focus, la naissance d'un désir. Patrice est invité au CATTP 2 fois par semaine dans le cadre du projet de réhabilitation. Et même s'il n'y est guère favorable, pensant qu'il n'en a pas besoin, il s'y rend. Il choisit de participer à un atelier thérapeutique autour de la peinture, atelier qui révèle rapidement ses talents d'artiste. Il arrive à exprimer à travers cet art ce qu'il ne peut pas dire. Je me souviens encore bien aujourd'hui de ce portrait de femme qu'il avait intitulé La Vierge. Ce portrait révélait un contraste saisissant entre la robe et le voile aux couleurs chatoyantes et chaudes, peintes mêlant le vert et le jaune, et le visage qui était beaucoup plus sombre, triste, miséreux, peint de noir et de blanc. En échangeant avec lui, j'ai très vite compris qu'il avait dessiné sa mère, dont il ne parlait jamais. Par la suite, il fera la demande de joindre sa mère pour solliciter son aide dans la gestion du linge. Quatrième focus, construire l'alliance thérapeutique avec le père. De nombreux entretiens ont eu lieu avec le père et les soignants. Je fais référence à la systémie, médecins, cadres, infirmiers, et ensuite Patrice, le père et les soignants. Ils se sont déroulés sur 1 année et ils ont permis de passer d'une situation de blocage et d'incompréhension à une situation d'alliance. Nous avons pris conscience à un moment donné que le père était incontournable dans la réussite du projet de vie de son fils
et nous avons su lui donner sa place. Dernier focus, participer aux réunions communautaires. Là, je fais plutôt référence à la psychothérapie institutionnelle. Patrice a participé à de nombreuses reprises aux réunions communautaires du club, tantôt distant, absent, tantôt présent et pertinent dans ses interventions et même propositions. Ce temps thérapeutique a été un support indéniable à son apprentissage du groupe et de la vie en collectivité. Le dogme est tenace. Les logiques binaires sont prégnantes, on l'a bien vu ce matin, dans l'approche scientifique. Moi, je vous propose de valoriser un cadre multiréférentiel comme invariant. Je sais que dans cette salle, les plus ouverts à la complémentarité des approches, c'est vous. J'ai compris, si ça veut bien avancer, c'est bloqué. Je sais pas s'il n'y a plus de piles. Il s'est bloqué sur la multiréférentialité. Voilà. On continue. Je peux y arriver maintenant? Voilà. Mais ce que j'ai compris, en fait, c'est que j'ai compris qu'un cadre multiréférentiel permet d'obtenir des réponses dans une situation donnée. Je vous ai donné un exemple. J'ai compris que s'appuyer sur des approches théoriques diversifiées participe au développement des compétences. Chaque approche, c'est la pièce d'un puzzle qui, une fois construit, permet d'optimiser la fonction psychothérapique de l'infirmier. C'est important pour moi, je vous le transmets. Je veux rendre un hommage à la rencontre entre des conceptions d'une université, celle d'Aix-en-Provence, en la personne de Chantal Aymar et de Michel Vial, qui m'ont beaucoup sensibilisé sur cette notion de multiréférentialité et qui est venu rencontrer les miennes. Et c'est comme ça qu'on construit les choses. C'est dans ce genre de rencontres. Ceci a facilité une prise de conscience. La nuance, pour moi, est une bravoure sacrée. Ça implique un apprentissage de la nuance. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait c'est pas si facile que ça, oui. Ça implique une confrontation sincère des idées et ça implique de soutenir le pluralisme. Quatrième et dernier point, je l'ai intitulé « Les merveilleuses richesses soignantes ». À partir de tout ce qui précède, tout ce que je vous ai dit dans ce parcours, je pose le postulat qu'une fonction psychothérapique de l'infirmier existe, qu'elle est à promouvoir et à accompagner. Alors, à ce sujet-là, je vous invite vraiment à aller lire l'historique qu'a fait Dominique Friard dans un ouvrage collectif qui est là, où il en a parlé. Ça m'a vraiment beaucoup intéressé et c'est à la suite de ça que j'ai posé les choses aussi. Mais lors d'un master dont Chantal se rappelle, en 99, j'avais déjà à cette époque-là posé une hypothèse. La démarche de soins est une rencontre entre un patient et un soignant, tu te rappelles, qui cheminent ensemble et évoluent l'un et l'autre. Eh bien, j'ai compris, bien plus tard, en écrivant ce livre, que la fonction psychothérapique, elle permet cette rencontre où patient et soignant évoluent tous les deux et se développent tous les deux. Les patients, qu'ils souffrent de psychose, de troubles bipolaires, de schizophrénie, de troubles borderline ou autres, ont su me toucher au plus profond de mon être. Et dans le rappel, j'ai aimé faire un bout de chemin avec eux et tenter de les orienter vers leur épanouissement et vers le mien. C'est en leur présence que la nuance a pu naître en moi et teinter ma vie de multiples couleurs,
qu'ils en soient profondément remerciés aujourd'hui. Pas de soins sans soignants. Ces professionnels qu'on applaudit puis qu'on oublie aussi. Ils ne demandent qu'à se déployer, ça j'y crois, qu'à s'impliquer, qu'à se former, se questionner, réfléchir, se développer, pour peu qu'ils sentent une réelle reconnaissance et une possibilité de créer le soin dans la richesse d'une institution protectrice et permissive. Puissent les cadres, les médecins, les directions ne jamais l'oublier. De mon point de vue, j'en ai déduit que la fonction psychothérapique de l'infirmier est tressée de plusieurs brins. Le premier, ce sont les valeurs portées par l'institution. Le deuxième, c'est l'implication et l'engagement du professionnel dans les soins. L'implication est toujours première, la distanciation vient ensuite, avec le soutien réflexif de l'équipe. Le développement des compétences inscrites dans un projet de formation, on l'a dit toute cette journée, et aussi, ce qui est important pour moi, le développement de soi professionnel. C'est toute la vie que j'ai senti que c'était important. Donc, c'est important pour moi, je vous le transmets. Ma conclusion, j'ai pas voulu mettre conclusion, j'ai mis à ceux qui continueront. Puisque pour moi, vous voyez, c'est plutôt dans la transmission, vous aurez compris que je fais cette intervention aujourd'hui. Je vous ai partagé des moments riches de ma vie, quand on sait saisir la rencontre. Je vous ai expliqué ce que j'ai pu en tirer. Je n'ai pas fait une intervention comme les autres parce que je vous ai beaucoup parlé de moi. Oui, je vous parle d'un livre qui pour moi n'est pas comme les autres. Il est le fruit d'une vie de soignant où s'est épanoui l'homme que je suis aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose qui est peut-être le cœur de ce qui est le plus important pour moi. Je me suis construit professionnellement et individuellement sur une conception positive du monde. Centrée sur les possibilités, ça j'y crois, et les potentialités qui existent en chaque individu. Ça a été le combat de toute ma vie, patient et professionnel. Cet ouvrage s'inscrit comme une réelle théorisation d'une pratique dans un cadre de recherche qui était indispensable pour approfondir ma pensée, la rendre lisible et didactique. J'en ressors à la fois enrichi et autre, comme si cette grille de lecture représentait un nouvel essor dans ma vision du travail en psychiatrie. Alors je remercie ceux qui voudront s'en saisir. Car si ce livre marque la finalité de ma carrière, mon cadeau, c'est de savoir que vous continuerez. Alors peut-être pour découvrir le fabuleux métier, redécouvrir ce fabuleux métier qui est entre nos mains, se questionner peut-être, retrouver du sens. On a besoin de ça tout le temps. Approfondir, cheminer, à chacun de trouver la couleur de ses réponses. Je ne pouvais pas terminer sans rendre un hommage, mais il y a beaucoup de monde, vous l'avez vu, à la fin qui défile. Un hommage à plein de personnes qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. À tous ceux qui ont fait le Fils, je pense à mon père, l'homme, le père, l'homme, je pense à le père, je pense à mes enfants, mais je pense aussi à mon épouse, le soignant, le formateur, le chercheur qui est devant vous. Je me remercie d'avoir saisi ces rencontres et su prendre tous ces cadeaux. Je souhaite à chacun de vous de vivre cela. Et je vous remercie de cette attention que vous avez pu avoir pour cette fin de journée. Alors vous comprendrez quelle chance j'ai eue d'avoir pour premier doctorant
Jean-Marie Revillou. Parce que s'il est très difficile comme tâche d'accompagner une recherche de doctorat, c'est une très belle aventure et pour moi ça a été une expérience très enrichissante. Du coup j'ai dit oui, je continue. De commencer avec ce personnage dont on vient de voir, de témoigner, même si ça a été tout le temps, de son humanité, de son cœur et de sa relation aux autres. La parole vous est offerte. Merci. Jean-Paul. Il veut pas marcher ton micro. Hein. Non, t'entends pas. Jean-Marie, oui, j'ai bien reçu ton intervention comme un cadeau. Et sincèrement, je voulais te remercier d'avoir choisi nos rencontres pour nous livrer ce cadeau. Des cadeaux, il y en a beaucoup dans les rencontres. Hein, de ce que donnent les gens. Je pense à Dave aussi, qui nous consacre ses dernières conférences. Et j'aime bien cette logique d'échange par le don, par le cadeau. Cadeau parce que tu nous as livré un récit empreint de pudeur, tu nous as fait partager des moments d'intimité riches d'émotions. J'ai entendu ça comme une parole de la maturité. Tu as ouvert pour nous et avec nous un grand livre. Tu nous as fait partager bien des chapitres et je me dis que c'est tout autre chose que de tourner la page. Merci Jean-Paul, ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Tu me touches. Oui, il y a un derrière. Derrière, ouais. Oui, Stéphane Trégouette, je suis infirmier de secteur psychiatrique. Comment ? Je suis infirmier de secteur psychiatrique, J'entends pas. cadre de santé, formateur aussi, et puis oui, praticien-chercheur. Alors, je voudrais te remercier profondément parce que les émotions que tu as véhiculées, c'est venu faire résonance chez moi. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que je trouve que finalement la recherche, c'est un côté assez sec. C'est pas parler de poésie. Il y a quelqu'un qui est intervenu sur des textes où je suis aussi d'accord avec Dave. C'est la culture aussi. Tout ce qui fait art doit venir faire résonance chez les soignants. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Contrairement à ce que dit Jean-Paul, je pense que c'est pas l'âge de la maturité. Je pense que c'est l'âge de la sagesse. Et ce qui est bien, pour moi, bien différent. Merci. Où je voudrais te remercier aussi, c'est que tu réintroduis quelque chose qui est essentiel dans nos métiers, c'est la fonction thérapeutique. C'est la fonction thérapeutique, voire la fonction psychothérapeutique. Ce dont on parle de moins en moins aujourd'hui dans le champ de la formation. D'accord ? Ce qui se joue dans le travail que tu as pu faire, et je trouve que c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est ces rencontres avec la psychose. Parce que rencontrer la psychose, rencontrer un sujet schizophrène, ce n'est pas rien. Ce qui ressort dans ton travail et qui pour moi est essentiel, c'est que ça s'inscrit dans un travail institutionnel, dans ce qu'on appelle du collectif soignant. Soigner un psychotique seul, ça ne marche pas. bien sûr. Psychotique, ça se soigne à plusieurs. Ça a un nom, c'est ce qu'on appelle le transfert qui se dépose sur chaque intervenant. Ce qui est intéressant, c'est que dans ton travail, je pense au temps où tu étais dans l'appartement avec ce jeune, tu passes par faire quelque chose qui est essentiel. Tu dis c'est comportementaliste. Je crois pas que ce soit comportementaliste. Au départ, si, mais c'est Peut-être pour qu'à rentrer l'époque, en, ouais, peut-être en qu'à lien l'époque, avec lui. voilà. Mais c'était ça qui est intéressant, c'est que
on vient laver quelque chose qui est sale et on vient le transformer en quelque chose qui est propre. Et ça, c'est extrêmement important quand on travaille avec des patients psychotiques, c'est que le lien s'inscrit dans des petits riens qui sont extrêmement importants pour eux et qui viennent des années après nous rappeler des choses qu'on a pu faire, des choses qu'on a pu dire, qui nous semblaient d'une banalité et qui les font avancer. Merci. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et la dernière chose, c'est que tu as pas travaillé uniquement avec ce jeune, mais tu as travaillé avec l'environnement. L'environnement primaire, avec le père et la mère, et l'environnement, je vais dire institutionnel aussi, puisqu'il venait sur le CATTP, si j'ai bien compris. Donc, il faisait ce mouvement de sortir et de rentrer, de sortir et de rentrer, et de garder du lien, là, justement, où la maladie isole. C'est tout ce travail-là qui est du tissage, qui est réellement du tissage. Je crois que c'est extrêmement important que tu puisses nous rappeler ça. J'espère que beaucoup de personnes liront ton livre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il y a une question. Il y a une question, c'est ça? Là-bas? C'est pas une question. Ah, c'est pas une question. Vas-y. C'est un grand remerciement à Jean-Marie. Je vais reprendre un peu ce que disait Stéphane, mais cette fonction psychothérapique de l'infirmier, et d'une façon générale, ton intervention, elle fait lien entre le début de la matinée, à travers ce que disait Marcel Gégère, autour du groupe de Sèvres dans les années 50, où ils se sont séparés sur cette question du rôle psychothérapique de l'infirmier, jusqu'à qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre, quels sont les types d'apprentissage, qu'est-ce qu'il est nécessaire de savoir de soi, de savoir de l'autre, pour pouvoir être à la hauteur de cette fonction psychothérapique. Et là, tu nous l'as ouvert, tu nous l'as dessiné presque depuis le premier jour, quand on entre, avant même qu'on entre, quand on prend la décision de devenir peut-être infirmier psychiatrique. Mais ça fait continuité. Ça fait continuité dans la journée, continuité dans la réflexion, au-delà même de la recherche. Et puis c'est important d'insister là-dessus. Je voulais le dire tout à l'heure, et puis il n'y avait pas l'espace, mais dans un moment où on confond de plus en plus accompagnement et soins. Ce dont il s'agit, c'est de soins, et pas d'accompagnement. La vaisselle, c'est du soin, c'est pas de l'accompagnement. Et le dernier texte, là, les fiches qu'a fait l'HAS sur l'entretien motivationnel, ils disent pas que c'est des soins, ils disent que c'est de l'accompagnement. Or, c'est essentiel de bien différencier, parce que si c'est de l'accompagnement, il n'y a pas besoin de soignants, au fond. Si c'est du soin, il y a besoin de soignants. Merci beaucoup, Dominique. Tu as raison, Dominique. Et j'en profite juste pour dire que la thèse de Jean-Marie Reveillot, c'est une thèse qui a été réalisée avec une méthodologie clinique, une méthodologie qualitative, pas mixte. Il n'y avait pas du quantitatif, il y avait que du qualitatif. Et c'est une thèse qui a eu la mention la plus élevée. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce que nous vivons avec un prisme scientifique expérimentaliste et quantitatif, c'est vrai qu'il y a des pressions, mais que c'est pas impossible, c'est faisable de faire de la recherche, de la très bonne recherche, 100% qualitative. Je suis pas contre les méthodologies et les recherches quantitatives ni mixtes, mais c'est possible. Et c'est possible, c'est réalisable, c'est même au sein d'une université. Voilà. Ça peut même être validable puisque le CNU avait... oui, tout à fait. Oui, ça a pas, c'est tout validé et tout. Tout pour dire que ça existe. Mais qu'effectivement, c'est une thèse qui est faite avec une rigueur, voilà. Enfin, tous les éléments scientifiques nécessaires en méthode qualitative. Merci. Alors, je voulais encore dire deux toutes petites choses. Je voudrais remercier à votre présence mon gendre qui s'appelle Jonathan et qui est infirmier en psychiatrie. Il vient de devenir IPA. Et c'est grâce à lui que j'ai osé, parce qu'il m'a dit « fais-toi plaisir ».
Et il m'a vraiment aidé à être dans une relation d'intimité avec vous aujourd'hui. Donc, je voulais le remercier. Et la deuxième chose, je voulais saluer, bien sûr, l'association qui, par l'intermédiaire de laquelle ces journées sont possibles. Et donc, je vous ai amené un ouvrage que j'offre pour l'association, que je vais remettre à son président. Jean.